Nous allons reprendre. Hum. Alors, nous allons reprendre maintenant avec Didier Semin, que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, qui est historien d'art et qui enseigne aux Beaux-Arts de Paris. Alors bien entendu, s'il est historien, il a écrit des livres, il a écrit des monographies, des articles, des articles, des monographies, des livres dont Boltanski, Victor Bronner, L'Arte Povera ou Le Sablier de Penone. Il est aussi commissaire d'expo, notamment de Martial Rice au Jeu de Paume, ou bien d'Alan Fleischer ou de Robert Cambas. Et puis il a été aussi conservateur au Musée d'Art moderne de Paris et au Centre Pompidou, entre autres. Il connaît très bien Giuseppe Penone, et ils sont amis. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a un petit documentaire qui les met en scène tous les deux, qui était produit par Arte, je crois. Oui, effectivement. Voilà, et qui présente le travail de Penone par Didier Semin. Donc c'est un spécialiste, si on peut dire, c'est pas un bon mot, mais quelqu'un qui connaît très bien Penone et qui va nous parler de l'arbre aux voyelles, qui est cette sculpture, peut-être vous la connaissez au Jardin des Tuileries, d'un grand arbre déraciné, qui d'ailleurs, je crois, date de 99. Il date de 99, mais c'est vraiment un hasard ou une prémonition, on pourra en parler. Un hasard ou une prémonition, mais si vous voulez tout à l'heure, oui. Les premiers dessins datent du printemps 99, c'est-à-dire d'un an avant la tempête. Voilà. Et qui apparaît. Moi, je me souviens très bien la première fois d'avoir vu cette sculpture et de m'être dit, c'est incroyable qu'aux Tuileries, il puisse y avoir un arbre déraciné comme ça. Avant de m'approcher, de me dire, mais c'est cette impression troublante de véracité. C'est exactement ça qui se produit. En fait, les quelques réflexions comme ça que je voulais vous livrer aujourd'hui sur l'arbre des voyelles sont pas sans rapport du tout avec l'intervention précédente d'Emelie Neude et d'Élise Morin, mais ce n'était pas du tout prévu. Et ces réflexions sont grosso modo une extrapolation d'un article beaucoup plus long que j'ai publié il y a quelques années dans la revue Jardin, qui est la jolie revue de Marco Martella, qui est publiée, je crois, par les éditions du Cendre. Donc ta réaction, Patricia, était parfaitement légitime, parce qu'effectivement, un promeneur qui arrive aux Tuileries sans être prévenu et qui aperçoit l'arbre des voyelles peut parfaitement le prendre pour un arbre déraciné qu'une tempête aurait jeté à bas et qui aurait été abandonné là. Alors il faudrait évidemment que les jardiniers du Jardin des Tuileries soient spécialement paresseux, mais dès qu'on s'approche un peu, on se rend compte que ce gigantesque arbre abattu n'est pas un arbre véritable, c'est une effigie d'arbre. C'est un arbre moulé en bronze qu'un critique d'art, Daniel Soutif, a très joliment défini comme un gisant de bronze. D'ailleurs, c'est un hasard, là aussi, ça n'est pas calculé, mais le cartel que le ministère de la Culture a placé au pied de l'arbre ressemble beaucoup à une plaque funéraire. Mais gisant de bronze, ça veut dire quelque chose de très précis, c'est-à-dire que cet arbre est un monument, comme il en existe beaucoup dans le Jardin des Tuileries, mais la plupart des monuments des Tuileries s'érigent classiquement vers le haut, alors que celui-ci a l'humilité grandiose de se coucher et d'être monumental en dépit de sa position allongée. Un arbre en bronze, au sens strict du terme, c'est une plante artificielle, c'est-à-dire qu'a priori, une plante artificielle, c'est une chose monstrueuse, c'est ce qu'on trouve dans certains cimetières, hélas, et dans les banques presque toujours. Ça n'est pas du tout à ce type de choses que l'arbre de Penone fait penser, mais
bien évidemment au contraire aux gisants qu'on trouve à Fontevraud ou à Saint-Denis, c'est-à-dire un monument vraiment empreint de noblesse et de gravité. Si on s'approche un tout petit peu, qu'on n'est pas trop pressé, que l'on s'approche un tout petit peu de cette sculpture, de ce gisant d'arbre, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, il est dans le jardin des Tuileries, donc à peu près en face de la passerelle de Solferino qui conduit du jardin des Tuileries jusque vers le musée d'Orsay. Dès qu'on s'approche un peu, on s'aperçoit que l'arbre est couché, non pas sur du gazon, c'est-à-dire sur cette caricature de végétation dont on parlait tout à l'heure, mais sur un lit de ronces et de plantes sauvages. Je vous en montre quelques-unes Alors, je ne suis évidemment ni designer ni botaniste, donc j'aurais du mal à vous nommer la totalité des espèces. En revanche, à chaque point de contact entre les ramures de l'arbre de bronze et le sol, Pennon a fait planter un arbre d'essences différentes. Alors, le premier, on le reconnaît très vite, c'est un chêne vert, même un profane comme moi est capable de le reconnaître. Le second, c'est un peuplier argenté. Ces photos sont prises avec mon téléphone portable, donc elles sont d'une qualité déplorable. Le troisième est un if, mais non taillé, donc qui n'a pas la forme qu'on connaît d'habitude aux ifs dans les cimetières. Il y a un frêne et un aulne. Alors on pourrait, quand on a lu le titre, chercher dans le nom de ces différents arbres les voyelles du titre arbre des voyelles. En réalité, ça n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Les voyelles sont dans l'amas de racines, où l'on peut distinguer, là on le distingue assez clairement, un O. Et dans un amas de racines, il est très facile de discerner avec un peu d'imagination, comme on cherche des formes dans les nuages, facile de discerner des voyelles. Et la première rêverie de Pennon qui a préludé à l'élaboration de cette sculpture portait précisément sur l'existence possible de voyelles dans les racines d'un arbre. Et j'écoutais avec attention tout à l'heure Francis Allais évoquer le mode de communication des arbres les uns avec les autres, qui passait parfois par les racines. Pennon, lui, met cet alphabet en rapport avec une vieille histoire qu'on trouve dans un livre assez fameux de Robert Graves qui s'appelle The White Goddess, la déesse blanche. C'est une sorte de rêverie dont le caractère historique est parfois contestable sur l'imaginaire celte, et les arbres et un alphabet issu des arbres auraient été, selon Graves, à l'origine de la principale mythologie celte. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas du tout m'intéresser à la dimension littéraire de l'arbre des voyelles. Elle existe, et la dimension littéraire existe dans l'œuvre de Pennon. Elle ne m'intéresse pas aujourd'hui parce que si elle n'est pas absente, elle n'est pas première dans les œuvres de Pennon, pour deux raisons. D'abord parce que Pennon est un écrivain en même temps qu'un sculpteur. Il a publié, alors là je fais un tout petit peu de publicité pro domo, ces notes qui accompagnent les œuvres, et qui sont souvent des textes extrêmement poétiques aux éditions des Beaux-Arts de Paris. Et puis la deuxième raison pour laquelle la dimension littéraire ne m'intéresse pas aujourd'hui, c'est que pour Pennon, la question vitale, la question première est la question de la sculpture, pas du tout la question du végétal ou du bucolique comme on l'imagine souvent, ou de la nature avec un grand N qui est tellement compliqué à définir. Ce qui intéresse Pennon, c'est
la sculpture conçue comme une façon d'être au monde, comme une façon d'éprouver le monde au double sens du terme, c'est-à-dire de le ressentir et de le mettre à l'épreuve. Et l'arbre fondateur, en quelque sorte, enfin les arbres fondateurs de Pennon, ceux qui ont été, dont les images ont été publiées en 69 par Germano Celant dans son livre Arte Povera, qui a lancé le courant que l'on sait, ces images, celle-ci où Pennon enlace un arbre et celle-ci où il l'empoigne. Alors l'image de gauche date de 69, celle de droite est une œuvre ultérieure dans laquelle Pennon a substitué à sa véritable main une main de bronze autour de laquelle l'arbre a continué à croître. Donc ces arbres n'étaient pas du tout perçus comme des symboles, ils étaient perçus comme de la sculpture. Je vous lis un extrait de ces notes magnifiques de Pennon qui dit ça très précisément. Un arbre, écrit-il, est une figure qui est déjà en soi une sculpture extraordinaire. Ce qui m'a toujours plu, ajoute-t-il, avec les végétaux en général, c'est cette opposition qui nous les fait voir solides et statiques alors qu'ils sont en évolution et en mouvement permanent, qui nous échappent puisque notre vie est limitée dans le temps. C'est également vrai pour les pierres, mais à une échelle temporelle beaucoup plus grande. L'arbre est donc la forme la plus facile à imaginer fluide. Et cette logique fluide est la même que celle d'un sculpteur qui adapte ses mains à la forme qu'il veut réaliser. Car tout mon travail, au fond, relève de la sculpture. Il est une réflexion sur la sculpture. Le bois, donc, dans cette vision de Pennon, ne serait pas exactement un solide, mais un fluide très lent qui serait modelé par les vents, par les saisons, par la lumière du soleil. C'est comme un matériau qui se sculpterait lui-même, en quelque sorte, en se confrontant avec le monde. Et je crois qu'on peut faire on peut se faire plutôt une très bonne idée de ce que Pennon entend par cette affaire de logique fluide, commune au travail du sculpteur et au travail de l'arbre, si on regarde avec attention l'arbre des voyelles au Jardin des Tuileries. Si on le regarde avec attention et avec humilité, et qu'on se pose par exemple la question de savoir comment une chose telle que celle-ci a été faite. Je pense que c'est un des grands problèmes de la critique d'art aujourd'hui, qu'elle pose la plupart du temps tout de suite la question du pourquoi, en évitant de se poser la question du comment, alors que les deux choses sont évidemment toujours en rapport. Donc avant de se demander pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que c'est que ces voyelles, est-ce que ça a un rapport avec l'alphabet celte, demandons-nous comment on moule un arbre de 22 mètres de long. Évidemment, mouler un arbre de 22 mètres de long, ça n'est pas comme mouler un santon de Provence. Il faut un certain nombre d'opérations extrêmement compliquées dont on aurait grand tort de minimiser la portée symbolique. La première opération consiste à découper l'arbre modèle. Très souvent, les gens se posent la question de savoir quel type d'arbre Pennon utilise, savoir si sa morale est en accord avec son art. Il utilise toujours des arbres soit déracinés par une tempête. Il a racheté un certain nombre d'arbres du parc de Versailles tombés pendant la tempête de 99 et autrement il utilise des arbres coupés par les forestiers italiens, donc coupés à bon escient parce qu'ils sont malades ou qu'il y a une raison impérative de les couper. Donc cet arbre qu'il a choisi, il commence par le débiter en tronçons. Alors ce sont des tronçons qui font tout de même plusieurs mètres d'épaisseur pour avoir des éléments moulables. Ces éléments, il les installe dans son atelier et il les enduit d'élastomère liquide. L'élastomère sèche en quelques jours et forme autour de l'arbre, du tronçon d'arbre plutôt, une espèce de peau élastique
que l'artiste va devoir ensuite éplucher. Cette peau élastique aura pris très exactement l'empreinte de la forme de l'arbre. Je vous montre 4 images prises dans l'atelier de Pennon à Turin. L'arbre qui est moulé ici n'est pas celui qui est aux Tuileries, mais le processus est exactement le même. Vous le voyez là en train d'enlever le scalp d'élastomère en quelque sorte. Et ce qui est extraordinaire quand on assiste à cette opération, ce que j'ai eu la chance de faire, c'est de songer à quel point cet épluchage évoque, pour quelqu'un qui est un peu familier des musées, l'iconographie du supplice de Marsyas. Vous connaissez tous l'histoire de Marsyas, ce faune imprudent qui a défié Apollon dans une joute musicale. Apollon jouait de la lyre et Marsyas de la flûte. Évidemment, le faune a perdu et son supplice, ça a été d'être écorché vif. Et le geste de l'écorchure ou de l'écorchage, alors on peut prendre le supplice de Marsyas ou le supplice de Saint-Barthélemy, qui est la version christianisée du supplice de Marsyas. On a la même image. On a le sentiment que l'artiste écorche cet arbre. Une fois qu'il a obtenu c'est ce que j'appelais des scalpes des scalpes d'élastomère, il va ensuite procéder de façon classique, c'est-à-dire tirer un premier modèle en cire, autour duquel il va couler du plâtre qui, une fois la cire fondue, dans le vocabulaire spécialisé, la cire perdue, va donner un moule creux destiné à recevoir le bronze. Et la seconde étape, enfin plutôt la deuxième étape, parce que ce n'est pas la dernière, de la fonte en bronze est aussi absolument fascinante. J'imagine que vous avez tous ceux d'entre vous qui sont élèves à l'école des Beaux-Arts visité une fonderie. Les matrices dans les fonderies sont des objets absolument magiques. Le réseau des jets, c'est-à-dire des canaux par lesquels on introduit le métal en fusion, et des évents, les canaux par lesquels s'échappent les vapeurs dégagées par le bronze en fusion, tout ça évoque irrésistiblement les méandres d'un amas racinaire ou d'un rhizome ou d'un réseau de branchages. Alors cette analogie entre la matrice dans la fonderie et l'arbre, ça n'a aucune importance si vous fondez une statue équestre d'un grand homme quelconque, peu importe. Mais quand vous fondez un arbre, évidemment, l'analogie prend un sens tout différent, et on ne peut pas s'empêcher de lire dans cette parenté entre l'appareillage du fondeur et l'objet que le dit appareillage s'apprête à fixer pour la quasi-éternité dans le bronze, comme qui dirait, là je vous le fais à la Audiard, une heureuse coïncidence. C'est un peu comme si la matière donnait au sculpteur son assentiment pour la capture de son image. Godard, vous le savez, disait, enfin c'est probablement pas lui qui a inventé cette expression, mais on ne prête qu'aux riches, qu'au cinéma le travelling est une affaire de morale. C'est-à-dire que c'est pas juste un artifice de caméra. Mais il me semble qu'on peut étendre cette maxime à l'ensemble des techniques qui concernent l'art, et que la technique en art, c'est toujours une affaire de morale. Je cite encore Pennon à ce propos. Voilà ce qu'il dit sur la parenté entre les techniques de fonte et les processus de croissance du végétal. L'invention, je cite toujours le livre de l'École des Beaux-Arts, la conception de la fonte du bronze
renferme une connaissance profonde et toute une réflexion sur la croissance du végétal. L'arbre est l'exemple même, avec sa forme fluide, de la chute de la matière vers la lumière. La chute de la matière vers la lumière, c'est le type d'expression qui naissent parfois sous la plume de Pennon. Dans l'univers, notre gravité terrestre est une chose absolument dérisoire. Du point de vue du Soleil, les feuilles de l'arbre ou le tournesol qui accompagne le Soleil dans sa course tombent vers le Soleil, il ne se lève pas de la Terre. Donc Pennon emploie un point de vue en quelque sorte universel. L'arbre est l'exemple même, dit-il, avec sa forme fluide, de la chute de la matière vers la lumière. Et les branches, dans leur déploiement, nourrissent le feuillage, équivalent de la surface de la sculpture en bronze. La matrice qui enveloppe l'arbre, c'est l'air. Le bronze témoigne du lien profond qui existe entre la fonte de son métal et la croissance de l'arbre. Cette étape est évidemment la plus fascinante, mais il y en a une dernière, qui est celle de l'assemblage des différentes parties de l'arbre, qui est un assemblage au chalumeau, qui s'apparente pour beaucoup au système de la greffe. Donc tout dans le processus de fabrication de l'arbre renvoie à la nature même de l'arbre. Et je crois que c'est ce sentiment diffus, mais qui vous pénètre dès lors que vous vous arrêtez avec un peu d'attention devant la sculpture, ce sentiment d'une espèce de légitimité originaire du procédé de fonte en bronze, qui fait que l'arbre des voyelles aux Tuileries a l'air tellement à sa place. On n'a pas du tout le sentiment que c'est quelque chose qui est ajouté artificiellement au paysage. Vous pourriez me dire, et je l'ai entendu 1000 fois en parlant à mes élèves de ces choses-là, comparaison n'est pas raison. Une analogie n'implique pas une relation de cause à effet depuis le siècle des Lumières. Je suis d'accord que comparaison n'est pas raison, sauf peut-être sur un territoire qui est le territoire de l'art. Et il y a une formule que je trouve indépassable de Théodore Adorno qui définit l'art comme la magie délivrée du mensonge d'être vrai. La magie délivrée du mensonge d'être vrai. J'y reviendrai en conclusion dans 5 minutes. Je voudrais juste évoquer un autre aspect de la sculpture qui est son socle végétal. Dans un certain nombre d'années, c'est-à-dire dans un temps que très probablement je ne connaîtrai pas, même de façon absolument certaine, l'if, le peuplier, le chêne vert, l'aulne vont former au-dessus de la sculpture de Pennon une véritable forêt. Et toute la finesse du paysagiste Pascal Cribier, dont le nom a été évoqué tout à l'heure et qui a travaillé avec Pennon à l'installation de la sculpture, est d'avoir conçu pour le chêne de métal non pas un parterre de pelouse ordinaire, mais une espèce de parterre, donc de plantes fougères, ronces, des graminées, des iris, dont encore une fois je serais incapable de vous dire à chaque fois le nom, mais des espèces qui sont exactement celles qui se mettent à pousser lorsque la chute d'un arbre dans une forêt dégage une clairière, c'est-à-dire aménage une ouverture qui permet à la lumière de passer. Quand un arbre tombe, au-dessus de lui, il y a quelque chose qui pousse et qui constitue la végétation du sous-bois. Et en fait, pour le moment, on doit encore tailler
le parterre de ronces parce que la lumière est trop forte, mais on peut imaginer, donc ça pousse trop vite, et certains étés, ça recouvre l'arbre. Mais on peut imaginer que quand l'œuvre sera terminée, parce que c'est un work in progress, comme aurait dit Joyce, hein, c'est une œuvre dans laquelle on perçoit le temps à plusieurs titres. Donc quand la forêt aura poussé autour de cet arbre de bronze, il n'y aura plus besoin de tailler le sous-bois, puisqu'il aura exactement la quantité de lumière qui lui est théoriquement allouée. L'horizon de... Pardon, là j'ai beaucoup voilà. L'horizon de la magie de Pennon, et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Tu me dis, Patricia, si je dépasse le temps imparti, est parfaitement rationnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, Pennon n'est pas un druide, il ne s'agit pas pour lui de redonner naissance à des croyances fausses, mais, et je pense que c'est en partie le travail des artistes, de retrouver quelque chose de l'expérience oubliée qui sous-tendait en revanche les croyances fausses. L'idée qu'il y avait un esprit vigilant dans les arbres. Donc il n'y a rien d'exagérément ambitieux à cette volonté de Pennon de restaurer quelque chose d'une expérience perdue. Ce quelque chose de l'expérience perdue, ça peut être simplement une attention à ce qui nous entoure, une espèce de prudence, un respect de l'espace qu'on traverse, une conscience des gestes, voire dans le cas d'un certain nombre d'œuvres de Pennon, une érotique des gestes. Cette expérience que nous avons perdue du rapport avec les végétaux ou avec les minéraux, mais avec le monde en général, cette perte de l'expérience à cause de la technicisation a été diagnostiquée depuis longtemps. Baudelaire en a parlé, Ruskin, William Morris, Walter Benjamin, bien entendu, Adorno que j'ai cité. Beaucoup une citation d'Adorno sur le rapport au quotidien. Ça a l'air très bête, mais c'est d'une justesse extraordinaire. Il dit on a désappris à fermer une porte doucement et sans bruit, tout en la fermant bien. On ne sait plus fermer une porte sans bruit et bien. Celle des voitures et des frigidaires, il faut les claquer. D'autres ont tendance à se refermer toutes seules, automatiquement, invitant ainsi celui qui vient d'entrer au sans-gêne, le dispensant de regarder derrière lui et de respecter l'intérieur qui l'accueille. On ne rend pas justice à l'homme moderne si on n'est pas conscient de tout ce que ne cesse de lui infliger, jusque dans ses innervations les plus profondes, les choses qui l'entourent. Et il me semble que face à cette barbarie, l'espèce d'animisme raisonné de Pennon est un plaidoyer plutôt optimiste pour la possibilité de retrouver une expérience et notamment de retrouver quelque chose de ce qui nous fait appartenir à la même communauté que les arbres. La plus récente des œuvres monumentales de Pennon, c'est cette sculpture, Idée de pierre, qui a été installée à Cassels cette année, un peu avant en réalité pour laisser à l'arbre le temps de croître pour l'inauguration. Et si l'on y réfléchit, cette espèce de monument mégalithique, c'est un hommage à ce qu'est l'arbre, c'est-à-dire un système hydraulique extrêmement perfectionné qui fait que les branches supportent elles-mêmes leur propre poids, ce qui est extraordinaire quand on y pense. Donc, quand on voit une sculpture de Pennon de ce genre, on se prend à imaginer que finalement
tout ce qui, dans notre environnement, utilise un système de réseau hydraulique par embranchements successifs, les grues, les trains d'atterrissage des avions, au fond, ce ne sont que des extrapolations de la structure de l'arbre que nous avons fini par retrouver. Là encore, chaque fois qu'on présente cette idée d'un retour de l'animisme, de l'idée de cette conception primitive qu'un esprit est à l'œuvre dans les arbres et dans les pierres, on vous renvoie l'argument de l'anthropomorphisme. Vous regardez tout à l'aune de votre propre expérience, dit-on. Et je pense que c'est exactement le contraire de l'anthropomorphisme que de reconnaître qu'au fond, nous sommes peut-être un tout petit peu en deçà des arbres en matière de comportement, comme pour employer la formule qu'employait Emeline Eudes tout à l'heure. Voilà, est-ce que je suis resté dans les temps? Merci. Merci Didier. Ce que tu viens de dire me fait penser qu'on est vraiment entre l'intervention de Francis ce matin et celle de Duncan tout à l'heure, Emeline et la tienne, on est vraiment en plein dans notre sujet de la poétique du végétal et même, j'allais dire, presque avec l'idée que les arbres communiquent aussi par les racines et peut-être avec des lettres ou des langages. On est presque dans le merveilleux en fait aussi, c'est-à-dire si tu. Je crois qu'on est dans le merveilleux et que on aurait grand tort de se priver au nom de je ne sais quoi, de Voltaire, du réseau d'associations que l'exploration du végétal nous offre pour la compréhension du monde. En écoutant l'intervention de tout à l'heure sur les différents systèmes de cohabitation des plantes, je ne pouvais pas m'empêcher de superposer ces systèmes à tous les systèmes d'association qu'on connaît. Je ne sais pas, les collaborations professionnelles ou le mariage, le parasitisme qui épargne son adversaire me paraissait une métaphore utilisable à de multiples usages. Et la question que je voulais te poser, toi qui connais bien et personnellement Penone, est-ce que tu sais aussi quand il a eu ce projet de l'arbre des voyelles, comment il s'est inscrit dans ce milieu qui est quand même archi chargé d'histoire et de culture, etc., qui est le jardin des Tuileries, en plein cœur d'un milieu urbain qui a lui-même son histoire, etc. Comment il est arrivé à ce projet-là? Est-ce qu'il a une histoire particulière ou bien le projet d'installation d'une sorte de parc de sculpture aux Tuileries a été à l'initiative d'un sculpteur français qui s'appelle Alain Kirilli. La plupart des artistes qui ont répondu ont répondu de manière relativement conventionnelle en demandant que soit ménagé un espace, une sorte de socle au milieu des pelouses, donc respectant parfaitement l'ordonnancement du jardin à la française. Et Penone est évidemment trop familier du monde des jardins pour s'être plié à cette règle, et son autorité lui a permis d'imposer quelque chose qui est sans aucun rapport avec l'ensemble des sculptures qui ont été installées à ce moment-là. Je crois que si on lui avait demandé d'installer la sculpture sur un socle, il aurait refusé, mais le projet, je crois, a convaincu d'emblée tout le monde, et beaucoup d'œuvres sont nées, mais on observe ça très souvent chez les artistes, sont nées dès le début. Cette idée traînait dans l'esprit de Penone depuis longtemps, et ça a été l'occasion de la réaliser dans l'endroit où, au fond, elle est le plus à sa place, puisqu'elle rejoue quelque chose d'une nature qui est faussement sauvage, mais dans une caricature de jardin domestiqué qui est le jardin à la française, donc qui est quand même une particularité nationale très étrange. Les défenseurs de l'art concret suisse s'étonnent toujours que les Français détestent les carrés sur les tableaux, mais adorent ça dans leur jardin, alors que quand même tout devrait conduire au contraire.
Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à Didier? Non, pas dans l'immédiat. Donc peut-être on reprendra la discussion après l'intervention de Damien Chivial quand on fera une petite table ronde. Merci Didier. C'est moi qui te remercie.